la direction de la recherche et de l'innovation et je suis la personne chez SEB qui va faire le lien entre la vraie vie, entre le quotidien des individus, entre la société et entre ce que le design, la recherche et le marketing va imaginer en termes de produits, de services ou d'expériences pour ses consommateurs ou pour ses consommateurs futurs. Donc initialement j'ai un poste qui va se diviser en 3 parties. Donc je vais avoir une partie qui est vraiment recherche fondamentale où mon objectif ça va être de développer un objet d'étude à part entière, de donner des cours à l'extérieur, donc dans des universités ou dans des écoles et de publier à la fois dans des articles scientifiques, dans des chapitres d'ouvrages et de communiquer dans des congrès à la fois nationaux et internationaux. J'ai un deuxième pan de mes activités où on me demande de faire des enquêtes ethnologiques comme on pourrait le faire de manière classique à l'université, soit par aire culturelle, soit par segment de marché, où en général les différentes équipes vont avoir des questions ou des problématiques industrielles qui vont me demander de transformer en problématiques anthropologiques pour pouvoir répondre à leurs questions et du coup à leur apporter des solutions assez pragmatiques en expliquant le sens à l'usage que les individus vont avoir et du coup d'expliquer par le social et le culturel et même le symbolique la place de l'objet ou du service dans leur quotidien. Et je vais avoir un troisième aspect qui est du coup un petit peu moins répandu dans mon quotidien, qui va vraiment être de tester en lien avec le design et le marketing notamment, des prototypes, soit d'applis, soit de produits pour essayer de faire bon du premier coup, comme ils disent chez SEB, essayer de réduire l'écart entre ce que va projeter un marketeur ou un designer et les attentes réelles du consommateur. Si j'ai décidé de travailler sur les transitions alimentaires, c'est que je me suis rendu compte au fil des enquêtes de terrain que je pouvais faire chez SEB, où on s'intéressait à des mixeurs, à des blenders, à des extracteurs de jus, à des cuits vapeur, qu'au final il y avait autre chose derrière qui rassemblait ou qui différenciait ces personnes-là, qui étaient sur la volonté de transition alimentaire autour de la mode des alimentations dites particulières et des nouveaux régimes qui apparaissaient. Et au final, on s'est vite rendu compte qu'il y avait une justification qui était en termes de bien-être, en termes de santé, en termes de mieux vivre ou en termes même idéologiques, parce que pour les personnes, consommer différemment, c'est un premier engagement à la fois sur soi, mais également contre la société ou contre le régime politique quand on n'est pas d'accord avec celui-là, mais qu'il y avait autre chose. Et au final, on a développé le concept de dissonance cognitive, où au final, c'est un petit peu ce que Dominique Desjeux développait autour des injonctions paradoxales et des charges mentales au quotidien, c'est que chaque individu, il doit faire plein de compromis dans son quotidien et il est coincé entre un idéal de vie et la réalité de ses pratiques quotidiennes. Et au final, quand les injonctions paradoxales sont trop fortes, l'individu va acheter un produit ou va modifier quelque chose dans son quotidien. Et on se rend compte qu'acheter un blender, acheter un extracteur de jus, qui paraît être une chose hyper anodine, en fait, non. C'est toujours une souffrance pour l'individu. Et c'est à ce moment donné, quand les dissonances cognitives ou quand les charges mentales sont trop importantes, pour essayer de les réduire, on va acheter un produit qui va nous amener vers l'espérance d'une vie meilleure. Et en fait, pourquoi ça va passer par l'alimentation? C'est parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, il y a de plus en plus d'influenceurs qui vont mettre en avant un système un petit peu culpabilisant, en disant que si ça va mal dans la société, si nous on va mal, c'est déjà de notre faute et qu'on ne doit pas s'intéresser seulement aux symptômes, mais à la cause. Et la cause, c'est souvent une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie ou plein de choses que l'on peut modifier et sur lesquelles on peut agir au quotidien et ça passe par l'alimentation. Et on a du coup monté une grosse recherche sur ces transitions alimentaires en s'intéressant à l'individu dans une perspective holistique parce que les justifications qu'ils nous donnaient au départ sur le terrain, c'était à la fois de la psychospiritualité, à la fois un changement professionnel, à la fois des préoccupations en termes de développement durable, d'implication féminine dans la société, d'écologie, de cause animale, etc. Donc on s'est dit comment nous, on peut resituer cet individu dans cette globalité pour essayer de comprendre tous les facteurs socio-environnementaux qui à un moment donné vont leur permettre de justifier cette transition alimentaire et vont donner un changement matériel, social et symbolique dans leur quotidien. C'est-à-dire qu'on va plus acheter les mêmes choses, donc alors que les courses en général c'est routinier, on va plus avoir les mêmes modes d'approvisionnement, on va plus faire les mêmes recettes, donc on va plus avoir une même organisation dans l'espace de la cuisine. En général, on va aussi changer d'amis parce que de fil en aiguille, on va de plus en plus discuter avec des personnes qui ont les mêmes préoccupations que nous, qui peuvent apporter des réponses à des choses qu'on ne sait pas parce qu'on a des nouveaux apprentissages qui se développent de plus en plus. Et après, on va avoir des croyances au monde qui vont évoluer et qui vont nous permettre de réduire ces fameuses charges mentales et de nous sentir mieux dans notre corps.
c'est bien de s'intéresser à un usage, c'est bien de recueillir du discours, c'est bien d'aller chez les gens, de les suivre pendant 1 heure, 3 heures et même d'y aller plusieurs fois, mais ça ne suffit pas, on est toujours sur quelque chose qui va être subjectif et ce que la personne va nous dire et ce que nous on va pouvoir observer. Donc je me suis dit comment on peut avoir une observation sur un temps beaucoup plus long, de manière non intrusive et en donnant la primauté du regard aux individus. Donc en fait pour faire ça, j'ai fait une expérimentation de 2 mois auprès de 20 personnes où l'idée était non pas de les rencontrer dans des salles d'études consommateurs, dans des focus group ou d'aller à leur domicile, mais que les personnes fassent des focus group semi-autogérés au domicile des autres membres de l'expérience. Donc en fait, ces 20 personnes, elles devaient organiser pendant 2 mois chacune 2 repas où elles invitaient les autres membres des participants chez elles et aller à 2 autres repas en tant qu'invités. Donc en fait, les sessions étaient libres, j'étais pas là à tous les coups, mais du coup, c'était organisé entre la préparation culinaire, le temps du repas avec entrée, plat, dessert et le débarrassage. Et en fait, ce qui était demandé à ces personnes, c'est que tout au fil du repas, elles prenaient des photos de moments clés, convivialité, partage, échange, apprentissage qui faisaient sens pour elles. Elles me les envoyaient après en me les commentant et elles devaient remplir des questionnaires aussi en ligne à la fin de ces rencontres où je leur demandais qu'est-ce qu'elles avaient appris, avec qui elles avaient parlé, pourquoi, qu'est-ce qui était le plus important pour elles, quels étaient les moments où elles se sentaient mal. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment que tout le monde sorte de sa zone de confort. Donc le chercheur accepte de ne pas forcément être sur le terrain. Le chercheur accepte que les individus vont s'organiser entre eux, vont créer des alliances, des résistances face à la recherche elle-même et vont essayer de l'instrumentaliser. Et à l'inverse, les individus acceptent de ne pas forcément savoir pourquoi ils font l'étude, d'aller chez des gens qu'ils ne connaissent pas où ça peut être assez violent et même de devoir mettre de l'intimité sur la place publique. Parce que quand on avait fait l'expérimentation au Collège des Bernardins, on demandait aux gens de parler de leur spiritualité et de leurs croyances dans un cadre qui n'était pas défini à l'avance, donc ils ne savaient pas pourquoi ils venaient. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de les bousculer pour qu'ils soient plus sincères et qu'ils nous montrent leur vraie motivation. Donc en fait, cette méthode, elle est en train d'être processée. Je l'ai appelée l'auto-exploration. Et c'est vraiment de se dire comment on se met dans la peau de l'individu, parce que c'est très bien de s'intéresser à qui est l'acheteur, qui est le consommateur, qui est l'individu, mais à un moment donné, c'est toujours un chercheur qui va avoir un regard avec des grilles préconstruites sur un individu. Et là, c'est de se dire, il va nous donner à voir la réalité qu'on a envie de voir et qui est son quotidien. Et même si ce n'est pas une analyse qui est systématique ou qui est parfaite, dans un premier temps, elle nous permet d'avoir plein de signaux faibles, d'avoir plein d'informations qui nous permettent de construire une analyse qu'on n'aurait pas eue sinon.